Ainsi est survenue la mort de tous les plus grands dictateurs de l'histoire. Au cours du dernier siècle, plus d'une centaine de dictateurs ont concentré le pouvoir sur différents continents. Leurs guerres, purges et répressions ont causé plus de 100 millions de morts et laissé des nations entières dévastées. Ils ont gouverné avec des idéologies opposées, mais en utilisant des méthodes similaires, surveillance, propagande et peur. Le pouvoir absolu a transformé leur pays en laboratoire de contrôle politique où la loyauté valait plus que la vie. Certains ont prolongé leur domination sur plusieurs générations, d'autres ont fini exécutés, lynchés ou en fuite, tandis que quelques-uns sont morts paisiblement sans jamais rendre de compte. Leurs noms sont restés associés aux plus grands crimes documentés de l'ère moderne. Mais quels furent les véritables dénouements des 39 dictateurs qui ont dominé des pays entiers? Ont-ils un jour payé pour leurs crimes ou sont-ils morts impunis? Numéro 1. Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam est né en 1937 à Walega, à l'ouest de l'Éthiopie. Il s'engagea dans l'armée et reçut une formation aux États-Unis en tant qu'officier politique avant de rejoindre le mouvement connu sous le nom du DERG, le conseil militaire qui renversa l'empereur Haile Selassie en 1974. Dès les premiers mois qui suivirent le coup d'État, il s'imposa comme une figure implacable et concentra le contrôle du pays sous une idéologie marxiste alignée sur le bloc soviétique. Au milieu des années 1970, le régime lança une campagne de répression massive connue sous le nom de la Terreur rouge. Des groupes de jeunes armés et les forces de sécurité de l'État exécutèrent des milliers d'opposants réels ou supposés dans les villes et les villages. Les rues d'Addis Abeba se remplirent de corps, et des milliers d'Éthiopiens furent emprisonnés, torturés ou portés disparus. Mengistu réorganisa l'État selon un système de parti unique et signa des accords de coopération avec l'Union soviétique et Cuba. En 1977, lors de l'invasion somalienne de la région de l'Ogaden, l'Éthiopie reçut un soutien militaire direct de conseillers soviétiques et cubains, parvenant à repousser l'offensive. Cependant, le coût humain fut dévastateur et l'économie s'effondra. Entre 1983 et 1985, une grande famine fit des centaines de milliers de morts, tandis que le régime niait l'ampleur de la crise et limitait l'aide internationale. Avec l'effondrement du bloc communiste, Mengistu perdit son soutien extérieur. En mai 1991, les forces rebelles encerclèrent la capitale et le dictateur s'enfuit secrètement vers le Zimbabwe, où il obtint l'asile politique. En 2006, il fut reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité par un tribunal éthiopien et en 2008, il fut condamné à mort par contumace. Depuis lors, il vit protégé par le gouvernement zimbabwéen, loin du pays qu'il dirigea pendant près de 2 décennies. Numéro 2. François Duvalier. François Duvalier est né en 1907 à Port-au-Prince. Médecin de profession, il a travaillé pendant des années dans des campagnes de santé rurale, ce qui lui a donné une image de bienfaiteur populaire. En 1957, il a profité de l'instabilité politique d'Haïti, a remporté les élections avec un discours nationaliste et, après avoir pris la présidence, a rapidement transformé le pays en une dictature personnelle. Il a éliminé ses rivaux, purgé l'armée et créé une force paramilitaire loyale uniquement à lui, les Tontons Macoutes, qui sont devenus l'instrument principal de la terreur d'État. Leurs membres poursuivaient, battaient et exécutaient ceux qui étaient considérés comme des ennemis du régime, installant la peur comme moyen de contrôle social. Duvalier a également construit une image de pouvoir surnaturel. Il s'est autoproclamé « Papa Doc », a lié sa figure au vaudou et s'est présenté comme un envoyé divin avec autorité sur les vivants et les morts. Il contrôlait la presse, organisait des manifestations de masse et favorisait un culte absolu de sa personne. Pendant la guerre froide, il s'est montré comme un allié utile pour les États-Unis face au communisme dans les Caraïbes, ce qui lui a assuré un soutien économique et une tolérance politique. Pendant ce temps, il a pillé les caisses publiques, accumulé des propriétés et placé des membres de sa famille dans des postes clés de l'État. Dans ces dernières années, malade et de plus en plus isolé, il a préparé la succession dynastique. En 1971, après 14 ans de pouvoir absolu, il est décédé dans sa résidence de Port-au-Prince à l'âge de 63 ans. Le contrôle du pays est passé à son fils Jean-Claude, surnommé Baby Doc,
prolongeant la dictature de la peur sous un nouvel héritage familial. Numéro 3. Joseph Staline. Iosif Djougachvili, connu sous le nom de Joseph Staline, est né à Gori, en Géorgie, en 1878. Dès son plus jeune âge, il s'intégra au mouvement bolchevique et après la mort de Lénine en 1924, il évinça ses rivaux jusqu'à devenir le dirigeant suprême de l'Union soviétique. Il consolida un État totalitaire dans lequel le parti, la police et la propagande répondaient exclusivement à sa volonté. Sous son commandement furent mis en œuvre les plans quinquennaux visant à industrialiser le pays à tout prix. Ce processus inclut la collectivisation forcée des campagnes qui provoqua l'une des pires famines du XXe siècle, l'Holodomor en Ukraine, où des millions de personnes moururent de faim. Parallèlement, les purges politiques marquèrent son régime. Des milliers d'officiers, d'intellectuels et de citoyens furent arrêtés, envoyés dans des camps de travail ou exécutés pour de prétendues trahisons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion nazie de 1941, Staline s'allia aux puissances occidentales afin de vaincre l'Allemagne. La victoire le consacra comme le dirigeant d'une superpuissance et marqua le début de la guerre froide, tandis qu'il étendait son influence sur l'Europe de l'Est. Le 1er mars 1953, il fut retrouvé inconscient dans sa résidence de Kuntsevo, victime d'un accident vasculaire cérébral. Il mourut 4 jours plus tard, le 5 mars, à l'âge de 74 ans. Ses funérailles rassemblèrent des foules venues dire adieu à l'homme qui avait gouverné l'Union soviétique d'une main de fer et marqué le destin de millions de personnes. Numéro 4. Mao Zedong. Mao Zedong est né en 1893 à Shaoshan, dans la province du Hunan. Il fut instituteur, militant communiste et l'un des fondateurs du Parti communiste chinois. Après des années de guerre civile et de lutte contre le Japon, il proclama en 1949 la création de la République populaire de Chine et s'imposa comme le dirigeant suprême en construisant un système fondé sur l'idéologie marxiste et le culte de sa personnalité. Afin de transformer le pays, il lança des campagnes radicales. Le grand bond en avant visait à industrialiser la Chine par la collectivisation agricole, mais il provoqua l'effondrement de la production et une famine qui fit des dizaines de millions de morts. Dans les années 1960, il déclencha la révolution culturelle, une offensive destinée à éliminer ceux considérés comme bourgeois ou contre-révolutionnaires. Des jeunes organisés en garde rouge détruisirent des temples et des universités et persécutèrent des millions de personnes. Au fil des années, sa santé se détériora gravement. En septembre 1976, il fut victime d'une attaque qui le laissa paralysé et mourut quelques jours plus tard, le 9 septembre, à l'âge de 82 ans. Sa mort mit fin à un quart de siècle de gouvernement qui transforma de manière irréversible le destin de la Chine. Numéro 5. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz est né en 1830 à Oaxaca. Il fut soldat et protagoniste de la guerre contre l'intervention française. Après plusieurs tentatives de rébellion, il prit le pouvoir en 1876 et établit un régime autoritaire qui marqua l'histoire du Mexique pendant plus de 3 décennies. Il promit l'ordre et le progrès, mais son gouvernement se maintint grâce à des fraudes électorales, à la censure et à la répression. Pendant le Porfiria, le pays connut une forte modernisation portée par les investissements étrangers et de grands travaux d'infrastructure. Cependant, la richesse se concentra entre les mains de quelques-uns, tandis que les paysans et les populations autochtones furent dépossédés de leurs terres et que les opposants furent emprisonnés ou contraints à l'exil. En 1910, malgré sa promesse d'organiser des élections libres, Díaz se représenta et l'emporta grâce à des résultats manipulés. Cette fraude déclencha la révolution mexicaine menée par Francisco I. Madero. Acculé par l'insurrection, il démissionna le 25 mai 1911 et partit en exil à Paris, où il passa ses dernières années éloigné de la politique. Il mourut le 2 juillet 1915 à l'âge de 84 ans, loin du pays qu'il avait gouverné pendant plus de 30 ans. Numéro 6. Benito Mussolini. Benito Mussolini est né le 29 juillet 1883 à Predappio, en Italie. Il fut instituteur, journaliste et soldat pendant la Première Guerre mondiale. En 1919, il fonda les Fasci di Combattimento, des groupes armés qui recouraient à la violence pour imposer leurs projets nationalistes.
En octobre 1922, il dirigea la marche sur Rome et fut nommé président du Conseil par le roi Victor Emmanuel III. Il concentra rapidement le pouvoir, interdit les partis politiques, contrôla la presse et instaura une dictature personnaliste exaltant sa figure sous le nom de Il Duce. En politique étrangère, il chercha à restaurer la grandeur impériale. Il envahit l'Éthiopie en 1935 et s'allia à l'Allemagne nazie en 1939. La Seconde Guerre mondiale conduisit toutefois à l'effondrement de son régime. En 1943, il fut destitué après l'invasion alliée de l'Italie. En 1945, alors que le pays était en ruine, il tenta de fuir vers la Suisse avec sa compagne Clara Petacci. Tous deux furent capturés par des partisans dans le nord de l'Italie. Le lendemain, ils furent exécutés et leurs corps transférés à Milan, où ils furent exposés pendus la tête en bas sur la place Loreto. À 61 ans, l'homme qui avait promis un nouvel empire se retrouva livré à son propre peuple, scellant la fin violente du fascisme italien. Numéro 7. Adolf Hitler. Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche. Fils d'un fonctionnaire rigide et d'une mère protectrice, il grandit entre discipline et frustration. Il échoua dans sa tentative de devenir artiste à Vienne et s'engagea dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. La défaite allemande le marqua profondément. En 1919, il rejoignit le Parti national-socialiste et transforma un petit mouvement extrémiste en une véritable machine politique. En 1933, il fut nommé chancelier et, en moins d'un an, transforma l'Allemagne en un État totalitaire. Il promit de restaurer la fierté nationale et d'éliminer ceux qu'il considérait comme des ennemis du pays. Il mit en place un système de propagande, surveilla tous les aspects de la société et entreprit une expansion militaire qui conduisit le monde à la guerre. En 1939, il ordonna l'invasion de la Pologne, déclenchant le conflit mondial. Au cours des premières années, ses troupes dominèrent une grande partie de l'Europe, mais l'invasion de l'URSS et l'entrée en guerre des États-Unis changèrent le cours des événements. En 1945, l'Allemagne était réduite à des ruines. Les villes n'étaient plus que décombres et des millions de personnes avaient péri. Hitler se retrancha dans un bunker sous la chancellerie de Berlin avec son cercle le plus proche. À l'extérieur, les soviétiques avançaient rue par rue. À l'intérieur, le dirigeant observait l'effondrement de son projet. Le 30 avril 1945, alors que les tirs ennemis atteignaient déjà la surface, sa vie s'acheva à l'intérieur du refuge. Ses assistants, exécutant des ordres précis, firent incinérer les corps afin d'éviter qu'ils ne soient exposés. Quelques jours plus tard, l'armée rouge prit la capitale et le Troisième Reich disparut. Hitler avait 56 ans. Sa mort scella l'effondrement d'un régime qui avait promis 1000 ans de pouvoir et laissa derrière lui un continent dévasté, marqué par l'horreur et la destruction. Numéro 8. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna est né le 21 février 1794 à Jalapa, dans l'état de Veracruz. Il commença sa carrière militaire sous le vice-royaume et soutint l'indépendance du Mexique après avoir d'abord servi dans l'armée royaliste. Son ambition le conduisit à occuper la présidence à 11 reprises entre 1833 et 1855, faisant de lui une figure centrale et controversée de l'histoire mexicaine du XIXe siècle. Tout au long de sa vie, il changea d'idéologie selon les circonstances. Il fut tour à tour libéral, conservateur, centraliste et républicain. Il participa à de nombreux conflits armés, depuis la guerre d'indépendance jusqu'à la guerre dite des pâtisseries et l'intervention américaine. Son rôle dans la guerre contre les États-Unis fut décisif et il resta dans les mémoires comme le dirigeant qui perdit plus de la moitié du territoire national à la suite du traité de Guadalupe Hidalgo en 1848. Son rapport au pouvoir fut instable. Il gouverna avec autorité, imposa des contributions, dissout des congrès et se proclama lui-même « Altesse Sérénissime ». Sa dernière présidence, en 1853, se termina par sa chute définitive. Renversé par un soulèvement libéral, il partit en exil et vécut à Cuba, en Colombie, aux États-Unis et sur l'île de Saint-Thomas, tandis que le Mexique tentait de se réorganiser après des décennies d'instabilité. En 1874, il retourna dans le pays grâce à une amnistie accordée par le président Sebastián Lerdo de Tejada.
Vieux et malade, il passa ses dernières années à Mexico, à l'écart de la vie politique. Il mourut le 21 juin 1876, à l'âge de 82 ans, de cause naturelle. Numéro 9. Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez est né le 23 mars 1845 à Colotlán, dans l'État de Jalisco. Il fut formé au collège militaire de Chapultepec et développa une carrière marquée par la discipline et la dureté. Après la chute de Porfirio Díaz en 1911, il rejoignit le gouvernement de Francisco Madero, bien qu'il commença rapidement à conspirer contre lui. Le 18 février 1913, avec le soutien de Félix Díaz, il mena le coup d'État connu sous le nom de la décade tragique. Au milieu des combats dans la ville de Mexico, il ordonna l'assassinat de Madero et du vice-président José María Pino Suárez. Une fois au pouvoir, il dissout le Congrès et instaura une dictature militaire. Son régime fut rejeté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les États-Unis refusèrent de le reconnaître, tandis que les forces révolutionnaires progressaient sous la direction de Venustiano Carranza, Emiliano Zapata et Pancho Villa. En juillet 1914, encerclé militairement, il présenta sa démission et partit en exil. Il tenta d'organiser un retour armé depuis l'étranger, mais fut arrêté aux États-Unis en 1915 pour conspiration. Malade et emprisonné à Fort Bliss, à El Paso, au Texas, il mourut le 13 janvier 1916, à l'âge de 70 ans, victime d'une cirrhose du foie aggravée par des années d'alcoolisme. Numéro 10. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista y Zaldívar est né le 16 janvier 1901 à Banz, dans la province de Holguín. Il entra jeune dans l'armée et gravit rapidement les échelons. En 1933, il dirigea le soulèvement connu sous le nom de la Révolution des sergents, à l'issue duquel il devint la figure centrale du pouvoir cubain. En 1940, il fut élu président lors d'élections considérées comme démocratiques. À la fin de son mandat, en 1944, il s'exila mais revint déterminé à reprendre le contrôle du pays. Le 10 mars 1952, il mena un coup d'État qui annula les élections et réinstaura un régime militaire. Son second mandat fut marqué par la censure, la répression et la corruption. Le mécontentement social s'accrut tandis que surgissaient des mouvements d'opposition armés. À la fin de 1958, la guérilla révolutionnaire avança vers la Havane et l'armée commença à se désagréger. Dans la nuit du 1er janvier 1959, Batista quitta Cuba et partit en exil. Il vécut d'abord en République dominicaine, puis au Portugal et enfin en Espagne. Il s'établit à Marbella, où il mourut le 6 août 1973, à l'âge de 72 ans, victime d'une crise cardiaque. Ces dernières années se déroulèrent dans la discrétion, loin du pays qu'il avait gouverné d'une main de fer pendant plus d'une décennie. Numéro 11. Francisco Franco. Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde est né le 4 décembre 1892 à El Ferrol, en Galice. Il entra jeune dans l'armée et acquit du prestige grâce à sa discipline lors des campagnes au Maroc. En 1926, il fut promu général, devenant l'un des plus jeunes de l'histoire militaire espagnole. En juillet 1936, il dirigea le soulèvement militaire contre la Seconde République. La guerre civile dura 3 ans et s'acheva en 1939 par sa victoire et l'instauration d'une dictature. Avec le soutien de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, il concentra le pouvoir et gouverna l'Espagne sous un régime autoritaire à parti unique. Pendant des décennies, il abolit les partis politiques, censura la presse et persécuta l'opposition. Son régime se définit comme national-catholique et encouragea le culte de sa personne sous le titre de caudillo. Bien que l'Espagne soit restée officiellement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle collabora logistiquement avec les puissances de l'Axe. Dans les années 1950, il favorisa une ouverture économique qui modernisa partiellement le pays sans remettre en cause le contrôle politique. À partir des années 1960, sa santé se détériora et il commença à déléguer ses fonctions à son entourage. Il mourut à Madrid le 20 novembre 1975, à l'âge de 82 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Numéro 12. Kim Il-sung. Kim Il-sung est né le 15 avril 1912 à Mangyongdae, près de Pyongyang, alors que la Corée était sous domination japonaise. Son nom d'origine était Kim Song-ju.
Dès son plus jeune âge, il participa à des mouvements communistes et combattit contre les forces japonaises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit dans l'armée rouge soviétique et, avec le soutien de Moscou, retourna dans la péninsule coréenne après la défaite du Japon. En 1948, il proclama la République populaire démocratique de Corée et prit la direction du nouvel État. En 1950, il autorisa l'invasion de la Corée du Sud, déclenchant la guerre de Corée. Après 3 années de combats et des millions de morts, le conflit se conclut par un armistice qui laissa la péninsule divisée. Kim consolida alors son pouvoir absolu. Il promut l'idéologie du juche, fondée sur l'autosuffisance, et instaura un système totalitaire appuyé sur un intense culte de sa personne. Pendant des décennies, il contrôla tous les aspects de l'État et mit en place une succession héréditaire sans précédent dans un régime communiste. Au début des années 1990, la Corée du Nord se retrouva isolée après l'effondrement du bloc socialiste. En juin 1994, il eut des contacts avec des représentants américains dans un contexte de tension nucléaire. Il mourut le 8 juillet 1994, à l'âge de 82 ans, à la suite d'une crise cardiaque dans sa résidence de Yangsan. Son corps fut embaumé et exposé au palais de Kumsusan, où il demeure comme le président éternel du pays qu'il fonda. Numéro 13. Kim Jong-il. Après la mort de Kim Il-sung, le pouvoir passa à son fils Kim Jong-il, consacrant la première succession héréditaire dans un État communiste. Né en 1941 en Union soviétique, il fut préparé dès son plus jeune âge à devenir le successeur et exerça pendant des années le pouvoir dans l'ombre, en contrôlant l'appareil militaire, la sécurité et les médias. Lorsqu'il prit officiellement les rênes du pays en 1994, il fut proclamé dirigeant bien-aimé et renforça le culte de la personnalité. Son règne coïncida avec une grave crise économique et une famine qui fit des centaines de milliers de morts, tandis que le régime maintenait l'isolement et donnait la priorité à l'armée selon le principe du Songun. En politique étrangère, il alterna gestes diplomatiques et avancées du programme nucléaire, consolidant sa position face aux États-Unis. À partir de 2008, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, il réduisit ses apparitions publiques et prépara la succession de son fils cadet. Le 17 décembre 2011, lors d'un voyage en train, il mourut à l'âge de 70 ans d'une défaillance cardiaque. Son corps fut placé aux côtés de celui de son père au palais de Kumsusan, scellant la continuité de la dynastie initiée 6 décennies plus tôt. Numéro 14. Kim Jong-un. Après la mort de Kim Jong-il en 2011, le pouvoir en Corée du Nord passa à son plus jeune fils, Kim Jong-un. Éduqué en Suisse et préparé de manière accélérée à l'exercice du commandement, il fut présenté dès son plus jeune âge comme l'héritier direct de la lignée initiée par Kim Il-sung. En accédant au pouvoir, il concentra les principales fonctions de l'État, de l'armée et du Parti du travail. Il promit la continuité idéologique fondée sur le juche et le principe du Songun, tout en introduisant un style plus médiatique, projetant une image de modernité au sein d'un système toujours fermé. Au cours des premières années, il mena des purges internes afin de consolider son autorité. Son gouvernement maintint l'isolement international tout en progressant dans le développement nucléaire. Les essais de missiles et les tests atomiques de 2016 et 2017 entraînèrent des sanctions internationales tout en renforçant sa position sur le plan intérieur. À partir de 2018, il fut au centre de rencontres diplomatiques avec la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis. Les sommets avec Donald Trump furent présentés comme un succès, bien qu'ils n'aboutissent pas à des accords durables. Sur le plan interne, le pays continua de faire face à de graves difficultés économiques et alimentaires. Kim Jong-un conserve jusqu'à aujourd'hui un contrôle absolu du pouvoir en Corée du Nord. Il a consolidé son image de dirigeant suprême et promeut la continuité de la dynastie en préparant une future succession au sein de sa propre famille. Numéro 15. Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz est né en 1926 à Biran, dans la province d'Oriente. Après ses débuts dans la politique universitaire, il mena un soulèvement armé raté en 1953 qui le conduisit en prison. Libéré quelques années plus tard, il organisa depuis l'exil une guérilla qui débarqua à Cuba en 1956 et, après une guerre irrégulière, renversa la dictature de Fulgencio Batista,
Le 1er janvier 1959, une fois au pouvoir, il transforma radicalement la structure politique et économique du pays. Il nationalisa les entreprises, instaura un système de parti unique et aligna Cuba sur l'Union soviétique. Dans les premières années, il fit face à l'invasion de la baie des Cochons et à la crise des missiles, des épisodes qui consolidèrent son leadership dans le contexte de la guerre froide. Pendant des décennies, il maintint un contrôle intérieur strict et projeta son influence politique et militaire en Amérique latine et en Afrique. Son gouvernement mit en place des programmes sociaux dans les domaines de l'éducation et de la santé, mais restreignit les libertés politiques et persécuta la dissidence. Après la chute de l'URSS, le pays traversa ce que l'on appela la période spéciale, une crise économique profonde. En 2006, pour des raisons de santé, il délégua provisoirement le pouvoir à son frère Raoul, puis le lui céda définitivement en 2008. Ses dernières apparitions publiques furent rares et centrées sur des réflexions politiques et historiques. Fidel Castro mourut le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. Son corps fut incinéré et ses cendres parcoururent l'île avant d'être déposées à Santiago de Cuba, près du mausolée de José Martí. Sa mort marqua la fin d'une ère qui transforma profondément l'histoire des Caraïbes et de la guerre froide. Numéro 16. Pol Pot. Salot Sar, connu sous le nom de Pol Pot, est né en 1925 au Cambodge. Après une formation à l'étranger et l'adoption de l'idéologie marxiste, il rejoignit le mouvement communiste et, en 1963, prit la direction du groupe qui serait plus tard connu sous le nom des Khmers rouges. Depuis la jungle, il organisa une guérilla contre le gouvernement cambodgien et, en avril 1975, après des années de guerre civile, ses forces prirent Phnom Penh et instaurèrent le Kampuchéa démocratique. Le nouveau régime abolit la monnaie, ferma les écoles, les temples et les hôpitaux et vida les villes. Des millions de personnes furent contraintes de travailler dans les campagnes sous un système de collectivisation extrême. Tout signe d'opposition, d'instruction ou de religion était puni de mort. Entre 1975 et 1979, entre 1,5 et 2 millions de Cambodgiens périrent, soit près d'un quart de la population du pays. En 1978, l'invasion vietnamienne mit fin à son gouvernement. Pol Pot se réfugia dans la jungle et continua à diriger les Khmers rouges depuis la frontière thaïlandaise, vivant caché pendant des années sous la protection d'anciens alliés. En 1997, il fut arrêté par son propre mouvement et placé en résidence surveillée. Le 15 avril 1998, à l'âge de 72 ans, il mourut en détention à An Long Veng, peu avant d'être remis à un tribunal international. Sa mort mit un terme à l'une des périodes les plus sombres du XXe siècle, marquée par la tentative systématique d'effacer toute trace de civilisation moderne au Cambodge. Numéro 17. Saddam Hussein. Saddam Hussein est né en 1937 à Al-Aouja, près de Tikrit. Dans sa jeunesse, il rejoignit le parti Ba'ath arabe socialiste et, après avoir participé à un complot politique avorté, passa plusieurs années en exil. Il retourna en Irak après le coup d'État ba'athiste de 1968 et commença à consolider son pouvoir au sein du parti et des appareils de sécurité. En 1979, il accéda à la présidence et devint la figure dominante du pays. Il impulsa une modernisation financée par le pétrole, tout en instaurant parallèlement un système de répression extrême. En 1980, il ordonna l'invasion de l'Iran, déclenchant une guerre de 8 ans au coût humain dévastateur. À la fin de la décennie, son régime utilisa des armes chimiques contre des populations kurdes, notamment lors de l'attaque de Halabja en 1988. En 1990, il envahit le Koweït, provoquant l'intervention d'une coalition internationale. Bien que la défaite de 1991 ait affaibli sa position, il parvint à se maintenir au pouvoir par la peur, les services secrets et le culte de sa personne, défiant pendant des années les sanctions internationales. En mars 2003, une nouvelle invasion menée par les États-Unis mit fin à son régime. Capturé quelques mois plus tard dans une cache souterraine près de Tikrit, il fut jugé pour crime contre l'humanité par un tribunal irakien. Le procès s'acheva par son exécution le 30 décembre 2006 à Bagdad. Sa chute marqua la fin de l'une des dictatures les plus redoutées du Moyen-Orient moderne. Numéro 18. Mouammar Kadhafi.
Mouammar Kadhafi est né en 1942 à Sirte et fut formé à l'académie militaire de Benghazi. Inspiré par le nationalisme arabe, il mena en 1969 un coup d'État qui renversa le roi Idriss Ier. À seulement 27 ans, il prit le contrôle du pays. Une fois au pouvoir, il abolit la monarchie, nationalisa le pétrole et expulsa les bases militaires étrangères, promouvant une politique d'indépendance vis-à-vis de l'Occident. En 1977, il proclama la Jamaïria, un modèle politique personnaliste concentrant le pouvoir entre ses mains. Durant les années 1970 et 1980, son régime fut accusé de soutenir des mouvements insurgés et des attentats à l'étranger. En 1986, les États-Unis bombardèrent Tripoli et Benghazi. Kadhafi survécut et renforça son image de dirigeant défiant les puissances occidentales. À partir de 2003, il tente de normaliser les relations internationales et d'ouvrir l'économie, mais le mécontentement intérieur s'accrut en raison de la corruption et du contrôle absolu du pouvoir. En février 2011, une rébellion éclata dans le cadre du printemps arabe et dégénéra en guerre civile. Tandis que les rebelles progressaient avec le soutien de l'OTAN, Kadhafi résista depuis sa ville natale. Le 20 octobre 2011, lors de la bataille de Sirte, il fut capturé alors qu'il tentait de fuir dans un convoi bombardé et mourut peu après en détention. Sa mort mit fin à 42 années de pouvoir et laissa la Libye plongée dans un chaos politique prolongé. Numéro 19. Augusto Pinochet. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte est né en 1915 à Valparaíso et mena une carrière militaire qui le conduisit à devenir commandant en chef des forces armées. En 1973, au cœur d'une profonde crise politique et économique, il dirigea le coup d'État qui renversa le gouvernement socialiste de Salvador Allende. Après le putsch, il prit la tête de la junte militaire puis assuma la présidence de la République. Son régime dissout le Congrès, interdit les partis politiques et exerça un contrôle total sur les médias. Des milliers d'opposants furent arrêtés, torturés ou portés disparus durant les premières années de la dictature. Dans les années 1980, il mit en œuvre un modèle économique libéral qui ouvrit le pays aux investissements étrangers et privatisa des entreprises publiques. Ces politiques entraînèrent une croissance économique mais accentuèrent également les inégalités sociales. En 1980, une nouvelle constitution fut adoptée, consolidant son pouvoir et fixant un calendrier politique. Le plébiscite de 1988, organisé pour prolonger son mandat, lui fut défavorable et ouvrit la voie à une transition démocratique. En 1990, il remit le pouvoir présidentiel, tout en demeurant commandant de l'armée jusqu'en 1998. Cette même année, il fut arrêté à Londres à la demande de la justice espagnole, accusé de violation des droits de l'homme. Après une longue procédure judiciaire, il retourna au Chili pour raisons médicales. Il mourut le 10 décembre 2006 à Santiago, à l'âge de 11 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Il ne fut jamais condamné. Sa figure continue de diviser le Chili entre ceux qui le considèrent comme un dictateur et ceux qui l'associent à la modernisation économique du pays. Numéro 20. Rafael Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo Molina est né en 1891 à San Cristobal. Après être entré dans l'armée, il s'empara du pouvoir en 1930 avec l'appui des forces militaires et fut élu président lors d'élections truquées, inaugurant une dictature qui durerait plus de 30 ans. Son régime instaura un contrôle total sur le pays. Trujillo domina l'armée, l'État, les médias et l'économie, et encouragea un culte de la personnalité extrême. Bien qu'il ait promu des travaux publics et une certaine stabilité économique, il gouverna par la répression, la peur et la corruption. L'un des épisodes les plus sanglants de son mandat fut le massacre de 1937, lorsqu'il ordonna l'assassinat de milliers d'Haïtiens à la frontière. Sur le plan international, il entretint des relations ambiguës, se présentant comme un allié des États-Unis pendant la guerre froide, tout en pourchassant ses opposants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Au cours des années 1950, son pouvoir commença à s'éroder. L'isolement international, les attentats contre des adversaires politiques et le mécontentement intérieur croissant affaiblirent son contrôle, tandis que des secteurs de l'Église et de l'armée prenaient leur distance avec le régime.
Dans la nuit du 30 mai 1961, alors qu'il rentrait en voiture à sa résidence de San Cristobal, il fut pris dans une embuscade par un groupe de conspirateurs liés à son propre entourage militaire. Il mourut sur place, mettant fin à l'une des dictatures les plus longues et les plus répressives d'Amérique latine. Sa mort ouvrit une période d'instabilité qui marqua la République dominicaine au cours de la décennie suivante. Numéro 21. Idi Amin. Idi Amin Dada est né vers 1925 dans le nord-ouest de l'Ouganda. Après une scolarité limitée, il s'engagea dans l'armée coloniale britannique et poursuivit sa carrière militaire après l'indépendance, gravissant rapidement les échelons des forces armées jusqu'à devenir commandant en chef. En janvier 1971, il profita de l'absence du président Milton Obote pour s'emparer du pouvoir par un coup d'État militaire. Bien que son régime se soit d'abord présenté comme nationaliste, il évolua rapidement vers une dictature marquée par la violence. Il dissout le Parlement, gouverna par décret et persécuta ses opposants. Des milliers de personnes furent arrêtées et exécutées sans procès. En 1972, il ordonna l'expulsion de dizaines de milliers d'Asiatiques d'origine indienne qu'il accusait de contrôler l'économie. Les biens confisqués furent distribués à ses alliés militaires, ce qui accéléra l'effondrement économique. Sur le plan international, il adopta une attitude hostile envers l'Occident et noua des alliances avec des gouvernements autoritaires, renforçant son image imprévisible et redoutée. En 1976, il soutint les preneurs d'otages du vol d'Air France qui atterrit à Entebbe, ce qui déclencha une opération militaire israélienne et porta gravement atteinte à sa réputation internationale. En 1979, à la suite de l'invasion de troupes tanzaniennes et de forces rebelles ougandaises, son régime s'effondra. Amin s'enfuit d'abord en Libye, puis s'installa en Arabie saoudite, où il vécut en exil sous la protection du gouvernement saoudien. Il mourut le 16 août 2003 à Djeddah, à l'âge de 78 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Sa mort mit fin à la vie de l'un des dictateurs les plus redoutés de l'Afrique moderne. Numéro 22. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu est né en 1918 à Scornicesti, en Roumanie. Il rejoignit très jeune le mouvement communiste et, après la Seconde Guerre mondiale, gravit rapidement les échelons du parti. En 1965, il devint secrétaire général et, en 1974, assuma la présidence du pays. Au cours de ses premières années au pouvoir, il obtint une reconnaissance internationale en prenant ses distances avec Moscou, mais son gouvernement évolua vers une dictature personnaliste. Il mit en place un système de surveillance massive, interdit toute dissidence et encouragea un culte de la personnalité autour de lui et de son épouse Helena, qui concentra également un pouvoir politique considérable. À la fin des années 1970, l'économie s'effondra sous le poids de la dette extérieure et de l'industrialisation forcée. Afin de la rembourser, il imposa de sévères restrictions à la consommation, provoquant des pénuries de nourriture, d'énergie et de médicaments. Le mécontentement social se généralisa, bien qu'il fût réprimé avec violence. En décembre 1989, des manifestations éclatèrent à Timisoara et se propagèrent rapidement dans tout le pays. Ceausescu tenta de reprendre le contrôle par un discours télévisé, mais il fut hué publiquement, signe de l'effondrement définitif de son autorité. Le 22 décembre, l'armée se rallia au soulèvement et Ceausescu ainsi que son épouse prirent à la fuite en hélicoptère. Capturés peu après, ils furent jugés par un tribunal militaire improvisé. Le 25 décembre 1989, tous deux furent exécutés à l'issue d'un procès sommaire. Sa chute mit fin à 24 années de l'un des régimes les plus répressifs d'Europe de l'Est. Numéro 23. Hosni Moubarak. Mohamed Hosni Moubarak est né le 4 mai 1928 à Kafr el-Mezela, en Égypte. Il fut formé à l'académie militaire et dans l'armée de l'air, où il obtint son brevet de pilote en 1950. Il gravit les échelons jusqu'à devenir commandant de l'armée de l'air en 1972. Son rôle dans la guerre du Kippour de 1973 lui valut un grand prestige ainsi que la confiance du président Anwar el-Sadaté. Après l'assassinat de ce dernier en 1981, Moubarak accéda à la présidence. Il gouverna pendant près de 30 ans, l'un des mandats les plus longs du Moyen-Orient.
Il maintint le traité de paix avec Israël et l'alliance stratégique avec les États-Unis, garantissant un soutien militaire et économique. Son régime se caractérisa par l'autoritarisme, la corruption et la répression de l'opposition. Au cours des années 1990, il dut faire face à des attentats islamistes et renforça le contrôle de l'État. Des élections étaient organisées régulièrement, mais dans un système dominé par son parti. Malgré une certaine stabilité et la réalisation de travaux publics, la pauvreté et le chômage persistèrent au sein de larges secteurs de la population. En janvier 2011, des manifestations massives, inspirées par le printemps arabe, éclatèrent dans le pays. Moubarak tenta de résister par des concessions et des remaniements gouvernementaux, mais les protestations s'amplifièrent jusqu'à paralyser l'Égypte. Le 11 février 2011, il démissionna et fut transféré dans un hôpital militaire sous surveillance. Au cours des années suivantes, il fut jugé pour corruption et pour la mort de manifestants, connaissant tour à tour des condamnations et des acquittements. Après des problèmes de santé persistants, il mourut de complications médicales le 25 février 2020 au Caire, à l'âge de 91 ans. Sa mort referma définitivement le chapitre de l'un des régimes les plus longs et les plus controversés du monde arabe. Numéro 24. Robert Mugabe. Robert Gabriel Mugabe est né le 21 février 1924 en Rhodésie du Sud, alors sous domination britannique. Il fut éduqué par des missionnaires jésuites et étudia à l'université de Fort Hare, en Afrique du Sud, où il entra en contact avec le nationalisme africain. Il travailla comme enseignant et, après un séjour au Ghana, s'engagea définitivement dans les mouvements indépendantistes. En 1960, il retourna dans son pays et rejoignit l'Union populaire africaine du Zimbabwe. Peu après, il fonda l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ZANU. Son activité politique le conduisit à la prison pendant près de 10 ans, période durant laquelle il consolida son leadership. Après sa libération, il dirigea depuis l'exil la lutte armée contre le régime de la minorité blanche dirigée par Ian Smith. En 1980, à l'issue de l'indépendance du Zimbabwe, il fut élu Premier ministre. Ses premières années au pouvoir furent marquées par la réconciliation nationale ainsi que par l'expansion de l'éducation et du système de santé, mais il évolua rapidement vers un contrôle absolu du pouvoir. Entre 1982 et 1987, il lança une opération militaire au Matabeleland qui fit des milliers de victimes civiles et marqua le début d'une répression systématique. En 1987, il modifia la Constitution et accéda à la présidence avec des pouvoirs étendus. Au cours des années 1990, l'économie s'effondra. En 2000, il ordonna la confiscation des terres appartenant aux agriculteurs blancs, provoquant l'effondrement du secteur agricole et l'imposition de sanctions internationales. Malgré cela, il se maintint au pouvoir par des élections contestées et par la répression. En 2017, il fut renversé par un coup d'État militaire mené par d'anciens alliés. Il se retira à Harare, puis se rendit à Singapour pour y recevoir des soins médicaux. Il y mourut le 6 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, après près de 4 décennies au pouvoir. Son héritage demeure partagé entre l'image du libérateur anticolonial et celle du dictateur ayant ruiné son propre pays. Numéro 25. Enver Hoxha. Enver Hoxha est né le 16 octobre 1908 à Gjirokastër, en Albanie. Il étudia en France et en Belgique, puis rentra dans son pays en 1936, où il rejoignit le mouvement communiste et participa à la résistance contre l'occupation italienne durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, après le retrait allemand, son armée partisane prit le pouvoir et Hoxha devint le dirigeant du nouvel État socialiste. Dès le début, il instaura un régime de parti unique fondé sur la répression politique. Il élimina ses rivaux au sein du Parti du Travail et soumit tous les secteurs du pays à son contrôle. L'Albanie fut proclamée République populaire et adopta successivement des modèles inspirés de la Yougoslavie puis de l'Union soviétique. Des milliers d'opposants furent arrêtés, envoyés dans des camps de travail ou exécutés. Dans les années 1960, il rompit avec Moscou et s'aligna sur la Chine de Mao Zedong. Par la suite, il se distança également de Pékin, isolant complètement le pays. Pendant près de 4 décennies, l'Albanie resta fermée au monde.
Les frontières furent minées, la religion interdite et des centaines de milliers de bunkers furent construits par crainte d'une invasion. L'économie étatisée s'effondra et la population vécut sous un strict rationnement. Hoxha prôna l'autarcie totale et proclama l'autosuffisance idéologique, ce qui fit de l'Albanie l'un des pays les plus pauvres et les plus contrôlés d'Europe. Au cours de ces dernières années, sa santé se détériora en raison du diabète et de problèmes cardiaques. Il céda une partie du pouvoir à Rami Zalia, son successeur désigné. Il mourut le 11 avril 1985 à Tirana, à l'âge de 76 ans, après plusieurs mois de soins médicaux. Numéro 26. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević est né le 20 août 1941 à Požarevac, dans la Yougoslavie de l'époque. Il étudia le droit à l'université de Belgrade, où il rencontra Mirjana Marković, sa future épouse et alliée politique influente. Il entama sa carrière au sein du Parti communiste yougoslave et gravit progressivement les échelons du pouvoir. En 1987, il devint le dirigeant du Parti communiste de Serbie et, 2 ans plus tard, président de la République socialiste de Serbie. Son discours nationaliste le propulsa sur le devant de la scène dans un pays marqué par de fortes tensions ethniques et religieuses. Sous son leadership se déroulèrent les conflits les plus sanglants qu'ait connus l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre 1991 et 1999, la Yougoslavie se fragmenta dans une série de guerres touchant la Croatie, la Bosnie et le Kosovo. Les forces serbes furent accusées de nettoyage ethnique, de déportation et de massacre de civils. Milošević nia toute responsabilité directe, mais son nom resta étroitement associé aux crimes des guerres balkaniques. En 1999, après l'intervention militaire de l'OTAN, son pouvoir commença à s'effondrer. Les sanctions internationales aggravèrent la crise économique et le mécontentement social s'intensifia. En 2000, à la suite d'élections dénoncées comme frauduleuses, des manifestations massives le renversèrent. Il fut arrêté peu après. En 2001, il fut extradé vers le tribunal pénal international de La Haye pour y répondre d'accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il assura lui-même sa défense, dénonçant une conspiration politique. Le procès n'aboutit jamais. Le 11 mars 2006, à l'âge de 64 ans, il fut retrouvé mort dans sa cellule, victime d'une défaillance cardiaque. Numéro 27. António de Oliveira Salazar. António de Oliveira Salazar est né le 28 avril 1889 à Vimiero, au Portugal. Fils de paysan, il entra au séminaire dans l'intention de devenir prêtre, mais abandonna la vie religieuse pour étudier l'économie à l'université de Coimbra. En 1921, il fut élu député, mais ne resta qu'une seule journée au Parlement, montrant ainsi son peu d'intérêt pour la politique parlementaire. Son ascension eut lieu en 1928, au cœur d'une grave crise nationale, lorsque le président Oscar Carmona le nomma ministre des Finances. Par une discipline de fer, il rétablit l'équilibre budgétaire et acquit la réputation d'un administrateur austère. En 1932, il fut désigné Premier ministre et instaura le régime de l'Estado Novo, une dictature corporatiste fondée sur l'autorité, la morale catholique et le nationalisme. Pendant plus de 3 décennies, il gouverna le Portugal d'une main de fer. Il dissout les partis politiques, censura la presse et réprima l'opposition par le biais de la police politique, la PIDE. Le pays resta à l'écart des bouleversements européens, ce qui permit de préserver l'empire colonial en Afrique et en Asie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il maintint une neutralité calculée, collaborant avec les Alliés tout en exportant du tungstène vers l'Allemagne. Dans l'après-guerre, il résista aux pressions internationales en faveur de la démocratisation et continua de défendre les colonies portugaises, alors même que d'autres puissances s'en retiraient déjà. En 1968, il fut victime d'une hémorragie cérébrale qui l'obligea à quitter le pouvoir. Toutefois, le président Américo Thomas ne lui notifia jamais officiellement sa destitution, et Salazar passa ses 2 dernières années convaincu qu'il gouvernait encore. Il mourut le 27 juillet 1970 à Lisbonne, à l'âge de 81 ans, après une longue convalescence. Numéro 28. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner est né le 3 novembre 1912 à Encarnación, au Paraguay, fils d'un immigrant allemand et d'une paraguayenne. Il entra dans l'armée à 16 ans et combattit lors de la guerre du Chaco,
où il se distingua par sa discipline. Il gravit rapidement les échelons et, en 1951, il était déjà commandant en chef des forces armées. Le 4 mai 1954, il mena un coup d'État contre le président Federico Chavez. Après avoir assuré le contrôle du pays, il assuma la présidence et consolida un régime autoritaire qui dura 35 ans, faisant de lui l'un des dictateurs les plus longévifs d'Amérique latine. Son gouvernement s'appuya sur l'armée, le Parti Colorado et la police politique. La répression fut constante. Des milliers d'opposants furent emprisonnés, torturés ou portés disparus. Parallèlement, il maintint une apparence de stabilité institutionnelle au moyen d'élections régulières aux résultats massivement favorables au régime. Au cours des années 1960 et 1970, il impulsa des projets d'infrastructure et de modernisation, tels que le barrage d'Itaïpu réalisé conjointement avec le Brésil. Ces avancées lui assurèrent le soutien des élites locales et l'appui des États-Unis en tant qu'allié anticommuniste, bien que la corruption, le clientélisme et la censure aient marqué l'ensemble de son administration. À la fin des années 1980, le mécontentement au sein des forces armées et la pression internationale affaiblirent son pouvoir. En février 1989, il fut renversé par un coup d'État militaire dirigé par le général Andrés Rodrigues, ancien allié et parent par alliance. Stroessner s'exila au Brésil, où il vécut sous la protection du gouvernement jusqu'à sa mort. Il décéda le 16 août 2006 à Brasilia, à l'âge de 93 ans, des suites d'une pneumonie. Son nom resta associé à l'autoritarisme, mais aussi à l'une des périodes de stabilité les plus longues de l'histoire du Paraguay. Numéro 29. Anastasio Somoza Debayle. Anastasio Somoza Debayle est né le 5 décembre 1925 à León, au Nicaragua, au sein de la famille qui gouverna le pays pendant plus de 4 décennies. Fils d'Anastasio Somoza Garcia et frère de Luis Somoza Debayle, il fut formé à l'Académie militaire de West Point et revint au pays avec une solide formation militaire. En 1967, après la mort de son frère, il accéda à la présidence. Il gouverna jusqu'en 1972 et, après un bref intermède durant lequel il conserva le pouvoir dans l'ombre, il revint au poste en 1974. Durant ses mandats, il concentra la richesse et le pouvoir entre les mains de sa famille et d'un cercle restreint d'alliés. Il entretint une relation étroite avec les États-Unis, tandis qu'à l'intérieur du pays, la répression et la corruption alimentaient le mécontentement social. En 1972, un tremblement de terre dévasta Managua. Bien que l'aide internationale fût immédiate, une grande partie des fonds fut détournée à des fins personnelles et familiales, ce qui accéléra l'opposition, organisée autour du Front sandiniste de libération nationale. En 1978, l'assassinat du journaliste Pedro Joaquín Chamorro déclencha des protestations massives. Le conflit dégénéra en une guerre civile qui culmina avec l'entrée des sandinistes à Managua en juillet 1979. Somoza s'enfuit avec sa famille, d'abord à Miami puis au Paraguay. En exil, il tenta de conserver une influence politique, mais le 17 septembre 1980, il fut assassiné dans une embuscade par un commando armé. Sa mort mit fin à la dynastie qui avait contrôlé le Nicaragua pendant plus de 40 ans, une période marquée par la répression, les privilèges et le pouvoir absolu. Numéro 30. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko est né le 14 octobre 1930 à Lisala, au Congo belge. Après avoir travaillé comme employé de bureau, il s'engagea dans l'armée coloniale. Après l'indépendance en 1960, il participa aux coups d'État qui marquèrent l'instabilité du pays et, en 1965, il prit le pouvoir en renversant le président Joseph Kasavubu. Il rebaptisa le pays Zaïre et instaura un leadership personnaliste fondé sur l'idéologie de l'authenticité. Il changea les noms, les symboles et même le sien, se présentant comme l'incarnation de la fierté nationale. En pratique, son gouvernement devint une dictature soutenue par la répression, la corruption et le culte de sa personnalité. Pendant 3 décennies, il concentra les richesses au profit de son entourage tandis que la population s'appauvrissait. Ses alliés contrôlaient les principales ressources minières et il accumula une immense fortune personnelle. Le régime mêlait ostentation et violence, appuyé sur un appareil militaire loyal. Durant la guerre froide, il bénéficia du soutien des États-Unis et de l'Europe en tant qu'allié stratégique.
Avec la fin de ce contexte, son pouvoir s'éroda rapidement sous le poids de la corruption et du mécontentement interne. En 1997, face à l'avancée rebelle menée par Laurent-Désiré Kabila, il fuit le pays et se réfugia au Maroc. Il mourut le 7 septembre 1997 à Rabat, à l'âge de 66 ans, des suites d'un cancer avancé. Sa chute symbolisa la fin de l'une des dictatures les plus longues et les plus extravagantes d'Afrique. Numéro 31. Yahya Khan. Aga Muhammad Yahya Khan est né le 4 février 1917 à Chakwal, dans le Raj britannique. Il fut formé à l'Académie militaire de l'Inde et poursuivit sa carrière après l'indépendance du Pakistan, gravissant rapidement les échelons de l'armée. En 1966, il fut nommé commandant en chef et, en 1969, il assuma la présidence après la démission d'Ayoub Khan. Bien qu'il ait promis de rétablir la démocratie, il instaura un gouvernement militaire. En 1970, il convoqua les premières élections générales du pays, dont le résultat déclencha la plus grave crise nationale. La Ligue Awami, dirigée par Cheikh Mujibur Rahman, remporta la majorité au Pakistan oriental, mais le pouvoir central refusa de reconnaître cette victoire. La réponse militaire fut brutale. Les opérations menées à Dhaka et dans d'autres villes causèrent des dizaines de milliers de morts et provoquèrent un exode massif vers l'Inde. En décembre 1971, l'intervention indienne précipita la défaite. L'armée pakistanaise se rendit et le Bangladesh vit le jour, scellant l'effondrement politique et militaire de son régime. Le 20 décembre 1971, il céda le pouvoir à Zulfikar Ali Bhutto et fut placé en résidence surveillée. Il vécut retiré à Rawalpindi jusqu'à sa mort, survenue le 10 août 1980, à l'âge de 63 ans, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Sa figure resta associée au général qui perdit la moitié du pays et modifia de manière irréversible la géographie de l'Asie du Sud. Numéro 32. Islam Karimov. Islam Karimov est né le 30 janvier 1938 à Samarcande, alors partie de l'Union soviétique. Orphelin dès l'enfance, il fut élevé par l'État. Il étudia l'ingénierie et l'économie à Tachkent et entama sa carrière politique au sein du Parti communiste où il gravit rapidement les échelons. En 1989, il fut nommé premier secrétaire du Parti communiste d'Ouzbékistan et, après la dissolution de l'URSS en 1991, il devint le premier président du pays indépendant. Il promit la stabilité, mais consolida un pouvoir fortement autoritaire en contrôlant toutes les institutions de l'État. Il justifia son modèle comme un rempart contre le chaos régional. Son régime restreignit la presse, élimina toute opposition réelle et réprima sévèrement les mouvements islamistes. En 2005, les manifestations d'Andijan furent violemment réprimées, faisant des centaines de morts et suscitant des condamnations internationales. Malgré cela, il conserva un soutien extérieur en raison de la position stratégique du pays. L'économie connut une croissance limitée grâce au coton, au gaz et à l'or, avec des bénéfices concentrés entre les mains de l'élite. Réélu lors de scrutins contrôlés, il gouverna pendant plus de 25 ans. En août 2016, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral qui le laissa dans un état critique. Il décéda le 2 septembre 2016 à Tachkent, à l'âge de 78 ans. Sa mort mit fin à une ère de contrôle absolu et ouvrit une transition incertaine en Ouzbékistan. Numéro 33. Wojciech Jaruzelski. Wojciech Jaruzelski est né le 6 juillet 1923 à Kourów, en Pologne. Après l'invasion soviétique de 1939, il a été déporté avec sa famille en Sibérie. En 1943, il rejoint l'armée polonaise sous commandement soviétique, entamant une carrière militaire qui l'amènera à participer à la libération de Varsovie et à l'offensive finale contre l'Allemagne. Après la guerre, il reste dans les forces armées de la République populaire de Pologne et gravit rapidement les échelons. En 1968, il est nommé ministre de la Défense et, en 1981, il devient Premier ministre et secrétaire général du parti au pouvoir dans un contexte de grave crise économique et de montée du mouvement syndical Solidarność. Le 13 décembre 1981, il impose la loi martiale. Les libertés civiles sont suspendues, l'armée occupe les rues et des milliers d'opposants sont arrêtés.
Il justifie cette mesure comme une tentative d'éviter une intervention soviétique, bien qu'il ait été fortement critiqué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À la fin des années 1980, il accepte une transition négociée. En 1989, Solidarność est légalisé et des élections semi-libres sont organisées. Jaruzelski démissionne de la présidence en 1990, mettant fin au cycle du pouvoir communiste en Pologne. Dans les années suivantes, il fait face à des procédures judiciaires pour la répression, mais n'est jamais condamné. Il vivra retiré de la vie publique jusqu'à sa mort, le 25 mai 2014 à Varsovie, à l'âge de 90 ans, après une longue maladie. Numéro 34. Ferdinand Marcos. Ferdinand Edralin Marcos est né le 11 septembre 1917 à Sarat, aux Philippines. Il étudia le droit à l'Université des Philippines et, durant la Seconde Guerre mondiale, servit dans l'armée, se présentant comme un héros de la résistance, bien que plusieurs de ses récits aient ensuite été contestés. Après la guerre, il entama sa carrière politique. Il fut député, sénateur et, en 1965, remporta l'élection présidentielle en promettant le développement et la stabilité. Il lança des travaux publics et des programmes de modernisation, mais l'endettement et la corruption érodèrent rapidement sa légitimité. En 1972, il proclama la loi martiale en invoquant une menace communiste. Il dissout le Congrès, censura la presse et fit emprisonner des milliers d'opposants, parmi lesquels Benigno Aquino Jr. La loi martiale lui permit de prolonger son mandat et de consolider un pouvoir personnel, tandis que sa famille accumulait une immense fortune. Bien qu'il ait officiellement levé la loi martiale en 1981, le contrôle politique se poursuivit. En 1983, l'assassinat d'Aquino déclencha des manifestations massives et fit de sa veuve, Corazon Aquino, le principal symbole de l'opposition. Les élections de 1986, dénoncées comme frauduleuses, provoquèrent la révolution du pouvoir populaire. L'armée lui retira son soutien et le 25 février, Marcos quitta le pays avec sa famille pour s'exiler à Hawaï. Il mourut le 28 septembre 1989, à l'âge de 72 ans, des suites de complications cardiaques. Numéro 35. Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier est né le 3 juillet 1951 à Port-au-Prince, en Haïti. Fils du dictateur François Duvalier, il grandit au sein d'un régime marqué par la peur et le contrôle absolu, soutenu par une répression systématique et par la milice des Tontons Macoutes. En 1971, à seulement 19 ans, il accéda au pouvoir après la mort de son père, devenant alors le plus jeune chef d'État du monde. Son arrivée au pouvoir ne modifia pas le système qu'il avait hérité. Bien qu'il ait promis une ouverture modérée, il maintint le même appareil répressif. Le contrôle politique se concentra autour de sa personne et de son cercle le plus proche. Sa mère, Simone Ovide, exerça une influence importante durant les premières années, mais Jean-Claude consolida rapidement son autorité personnelle. Sous son régime, la corruption atteignit des niveaux extrêmes. Les fortunes personnelles se multiplièrent tandis que le pays restait plongé dans la pauvreté. En 1980, son mariage fastueux avec Michel Bennett, issu de la haute société haïtienne, provoqua l'indignation. La cérémonie coûta des millions dans un pays frappé par la faim et le chômage massif. Cette union symbolisa le rapprochement entre les élites économiques et le pouvoir politique du régime. Malgré les tentatives de présenter une image plus moderne à l'étranger, les violations des droits humains se poursuivirent. Les accusations de torture, d'assassinat et de persécution étaient constantes. Au fil des années, la pression populaire s'accrut et, en 1986, un soulèvement général l'obligea à quitter le pays. Il s'enfuit avec sa famille en France, où il vécut en exil pendant plus de 2 décennies. En 2011, il retourna en Haïti de manière inattendue. Il affirma vouloir contribuer à la reconstruction du pays après le séisme de 2010, mais fut accueilli par des accusations de corruption et de crimes contre l'humanité. Il mourut le 4 octobre 2014, à l'âge de 63 ans, à Port-au-Prince, d'un arrêt cardiaque. Sa mort mit fin au dernier chapitre d'une dynastie qui marqua l'histoire moderne d'Haïti par la peur et la misère. Numéro 36. Yakubu Gowon.
Yakubu Gowon est né le 19 octobre 1934 à Kanké, dans le nord du Nigeria. Il entra dans l'armée en 1954 et poursuivit sa carrière après l'indépendance de 1960, gravissant rapidement les échelons des forces armées. En 1966, à la suite d'une succession de coups d'État, il prit la tête du pays à seulement 31 ans. Son objectif principal fut de préserver l'unité nationale dans un État traversé par de profondes divisions ethniques et religieuses. En 1967, la région orientale proclama la République du Biafra. Gowon ordonna une intervention militaire pour empêcher la sécession, déclenchant une guerre civile qui dura jusqu'en 1970 et fit des centaines de milliers de morts à cause des combats, des famines et des blocus. Ce conflit marqua durablement le Nigeria. Après la défaite du Biafra, il promut une politique de réconciliation sous le slogan « Ni vainqueur ni vaincu ». Il encouragea la reconstruction et réorganisa le pays en 12 États afin de réduire les tensions internes. Durant son gouvernement, le Nigeria bénéficia du boom pétrolier, même si des accusations de corruption et de concentration du pouvoir militaire apparurent. En 1975, il fut renversé par un coup d'État alors qu'il se trouvait à l'étranger. Il s'exila au Royaume-Uni où il étudia les sciences politiques, puis revint plus tard au Nigeria après avoir obtenu un pardon officiel. Depuis lors, il est resté éloigné de la politique active, se consacrant à des activités humanitaires et religieuses. Sa figure demeure associée à la tentative de maintenir l'unité d'un pays profondément fragmenté. Numéro 37. Hissène Habré. Hissène Habré est né en 1942 à Faya-Largeau, dans le nord de l'actuel Tchad. Issu d'une famille appartenant au groupe ethnique Toubou, il poursuivit des études de sciences politiques en France. À son retour au pays, dans les années 1960, il rejoignit les mouvements rebelles opposés au pouvoir central. Ses capacités militaires le conduisirent à diriger l'une des principales factions durant la guerre civile qui ravagea le Tchad pendant des décennies. En 1982, il s'empara du pouvoir après avoir renversé le président Goukouni Ouédéi. Avec le soutien des États-Unis et de la France, il instaura un régime autoritaire sous prétexte de freiner l'expansion libyenne dans le pays. Sous son gouvernement, fut créée la direction de la documentation et de la sécurité, une police politique chargée de traquer les opposants et les personnes jugées suspectes. Des milliers de personnes furent arrêtées, torturées ou portées disparues durant ces années au pouvoir. Habré concentra le contrôle politique et économique du pays, favorisant son propre groupe ethnique au détriment des autres. Son régime imposa un climat de peur qui paralysa la société tchadienne. La répression fut particulièrement sévère contre les communautés du Sud et contre quiconque remettait en cause son autorité. À la fin des années 1980, ses relations avec les puissances étrangères se détériorèrent et ses anciens alliés commencèrent à lui retirer leur soutien. En 1990, il fut renversé par les forces d'Idriss Déby, son ancien chef militaire, et s'enfuit au Sénégal. Il y mena pendant des années une vie discrète, jusqu'à ce que des organisations de défense des droits humains engagent des poursuites judiciaires contre lui. Après une longue bataille juridique, il fut jugé en 2016 par un tribunal spécial à Dakar et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes de guerre, actes de torture et assassinat politique. Il demeura incarcéré jusqu'à sa mort le 24 août 2021, à l'âge de 79 ans, des suites de complications de santé. Son histoire a laissé l'une des empreintes les plus sombres dans la mémoire de l'Afrique postcoloniale. Numéro 38. Hugo Chavez. Hugo Rafael Chavez Frias est né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, dans l'état de Barinas, au Venezuela. Fils d'instituteurs ruraux, il grandit dans un milieu modeste. Dès son jeune âge, il manifesta un intérêt marqué pour la politique et l'histoire latino-américaine, en particulier pour les figures de Simón Bolívar et d'Ezequiel Zamora. Il entra à l'académie militaire en 1971 et fut diplômé officier en 1975, se distinguant par sa discipline et ses talents d'orateur. Dans les années 1980, il fonda le mouvement bolivarien révolutionnaire 200, une organisation clandestine au sein de l'armée visant à réformer le système politique. En 1992, il mena une tentative de coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez, qui échoua.
Il fut emprisonné pendant 2 ans, puis libéré grâce à une grâce présidentielle. Dès lors, il devint une figure publique en canalisant le mécontentement social. En 1998, il remporta l'élection présidentielle avec un discours dirigé contre les élites politiques et économiques. Il promit de refonder le pays et, en 1999, impulsa une nouvelle constitution qui consolida son pouvoir. Son gouvernement se définit comme une révolution bolivarienne et adopta une position anti-américaine, s'alignant sur Cuba et d'autres pays d'Amérique latine. Durant son mandat, il nationalisa des secteurs stratégiques, lança des programmes sociaux financés par les revenus pétroliers et concentra l'autorité autour de sa personne. Malgré sa popularité, sa gestion fut marquée par une forte polarisation, la censure de certains médias et un affrontement constant avec l'opposition. En 2011, il annonça être atteint d'une maladie grave. Il subit plusieurs interventions chirurgicales à Cuba et continua à gouverner depuis l'étranger. En décembre 2012, il se rendit de nouveau à La Havane pour y recevoir un traitement médical sans plus apparaître en public. Le 5 mars 2013, le vice-président Nicolás Maduro annonça son décès à Caracas à l'âge de 58 ans. Le pays entra en deuil et les débats sur son héritage commencèrent aussitôt. Sa figure divisa la nation. Pour certains, il fut un leader populaire qui donna une voix aux plus pauvres. Pour d'autres, il fut responsable d'une profonde crise politique et économique. Numéro 39. Manuel Noriega. Manuel Antonio Noriega est né le 11 février 1934 à Panama City. D'origine modeste, il entra à l'école militaire de Chorrillos, au Pérou, où il fut formé comme officier. À son retour au pays, il rejoignit la garde nationale et gagna la confiance du général Omar Torrijos, chef du gouvernement militaire qui contrôlait le Panama depuis la fin des années 1960. Au cours des années 1970, Noriega devint chef du renseignement et accumula un pouvoir considérable au sein de l'appareil militaire. Il entretint des relations avec des agences étrangères, en particulier avec la CIA, qui le considérait comme un allié dans la lutte contre le communisme en Amérique centrale. Cependant, il tissa également des réseaux de corruption et fut impliqué dans le trafic de drogue, ce qui détériora progressivement son image internationale. Après la mort de Torrijos en 1981, Noriega prit le contrôle de facto du pays, bien qu'il n'occupât jamais officiellement la présidence. Il gouverna par l'intermédiaire de présidents subordonnés et consolida son pouvoir par la peur, la répression et le contrôle des institutions. Son régime fut accusé de manipuler les élections et d'éliminer des opposants, parmi lesquels le médecin et homme politique Hugo Spadafora, dont l'assassinat en 1985 suscita l'indignation au niveau national et international. Les tensions avec les États-Unis s'accrurent lorsque Washington l'accusa de narcotrafic. En décembre 1989, l'armée américaine lança l'opération Just Cause et envahit le Panama. Noriega se réfugia à la Nonciature apostolique, où il resta encerclé pendant plusieurs jours avant de se rendre. Il fut transféré aux États-Unis où il fut condamné pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Il purgea des peines successives dans des prisons aux États-Unis, en France et au Panama. En 2017, après avoir souffert d'une grave maladie, il fut hospitalisé à Panama City, où il mourut le 29 mai de la même année, à l'âge de 83 ans. Sa chute mit fin à une période de dictature militaire et ouvrit la voie à une nouvelle ère politique dans le pays. Tels furent les dénouements de 39 hommes qui concentrèrent le pouvoir absolu dans différents pays. Certains moururent alors qu'ils gouvernaient encore. D'autres finirent exécutés, capturés ou contraints à l'exil, et plusieurs perdirent le pouvoir tout en restant en vie, loin des fonctions qu'ils avaient exercées. Leurs régimes prirent fin à des moments et dans des circonstances diverses, mais les décisions qu'ils prirent continuèrent d'influencer des millions de personnes pendant des décennies. Chacun laissa derrière lui un pays marqué par les conséquences de son mandat, même après avoir quitté le pouvoir.